Bienvenue dans Memento Mori. La première règle de Memento Mori, c'est qu'on parle du présent en prenant la fin comme point de départ. La deuxième règle de Memento Mori, c'est qu'on parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Et la troisième règle de Memento Mori, c'est que si c'est votre première écoute, vous devez lâcher 5 étoiles. C'est pas mal, non? Ouais, pas mal, ouais, ça te plaît, hein? Excellent, j'aurais pas mieux fait. C'est pas mal. Raphaël, pasteur à Grenoble. Mathieu, pasteur à Étup. Étup. Il y a de quoi fonder des fight clubs à Étup? T'as pas idée? T'as pas idée? Eh ben, c'est cool. En tout cas, je suis ravi de te retrouver, Matt, pour ce dernier épisode de l'année 2020. Et quelle année on a vécu encore, hein. Oui, on finit en beauté. Quelle année incroyable. Quelle année extraordinaire. Ouais. Tous les superlatifs ne pourraient pas rendre justice à l'année que nous avons vécue. Tout à fait. Et c'est trop bien parce qu'elle est finie, ça c'est cool. Mais que nous réserve 2021? Ça c'est la question, mon ami. Ça, c'est la grande énigme de la vie. Bah, je dirais pareil ou mieux ou pire, tu vois. Et donc, il faut prendre 2021 en prenant la fin comme point de départ direct, quoi, tu vois. Faut attendre 2022 direct, à mon avis. Ah oui. Sinon c'est fini. Ouais. Hein. Sinon, tu fais comme Tyler Durden à la fin du film. C'est quoi. Ça. C'est ça. Et toi, depuis que tu as regardé Fight Club, est-ce que tu sais quel genre de vaisselle te définit en tant que personne? La première règle du projet Memento Mori, c'est de ne pas poser de questions. On ne pose pas de questions. Bon, alors, on va analyser ensemble pour les fêtes de Noël un truc qui est vraiment dans l'esprit de Noël. Hein, c'est Christmas Spirit à fond. C'est le... Attends, ouais. Peut-être Raph. Vas-y. Avant, on peut en profiter quand même pour remercier les gens qui nous écoutent, en particulier ceux qui nous écoutent fidèlement. Oui. On a dépassé les 400 abonnés, ce qui veut dire qu'on est vraiment un podcast très minuscule. Trop bien. On est dans les pois mouches. Mais je suis sûr qu'on a vraiment des gens qui sont fidèles. Et merci pour tous ceux qui nous soutiennent, qui... commentent, qui nous encouragent, qui mettent des likes. Ouais. C'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Et on vous prépare des surprises pour l'année prochaine. Et c'est super encourageant quand on croise dans des déplacements ou quoi des frères et sœurs qui sont à bloc. Franchement, c'est génial. C'est trop encourageant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et faut dire qu'il y avait une surprise qu'on leur avait préparée mais qui a été annulée. Je sais pas si on en avait parlé, mais c'était quoi? On essaiera de faire des surprises. C'était la conférence qu'on oui, faire à la rentrée, mais à cause du confinement, ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme, ouais. Ça aurait été énorme, ouais. Mais ouais, ce n'est que partie remise. Mais c'est comme ça. Ce n'est que partie remise. C'est ça. Je suis sûr qu'on aura des bons trucs à l'avenir. Memento Mori a de longs jours, longue vie à Memento Mori, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Tout à fait. Mais ouais, on vous parlera de ça très biento. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en parler. Et je pense que c'est aussi l'occasion d'accueillir officiellement Johanna. Parce qu'elle a commencé dans les backstage, mais... c'est l'occasion d'accueillir Johanna. Johanna qui nous a rejoint il y a quelques semaines maintenant et qui donc nous aide dans toute la mise en ligne, le montage du podcast. Donc merci beaucoup Johanna. Merci pour ta patience à notre égard. On sait que c'est pas facile tous les jours. Il en faut beaucoup. Et merci du fond du cœur de nous aider. Merci aussi à Quentin. Qui nous a aussi beaucoup aidé. La transition est finie? Quasiment?
On est vers la fin, ouais. Donc merci aussi à Quentin qui nous a beaucoup aidé. Lui aussi qui a été patient, il faut le dire. C'est pas facile hein, parce que entre les synchronisations, les trucs qu'on oublie de faire dans les docs et tout ça, enfin c'est de la galère derrière, faut repasser. Mais merci beaucoup Johanna et Quentin pour votre aide précieuse. C'est vraiment génial. En plus c'est des trucs que moi je maîtrise pas du tout. Donc c'est tellement bien d'avoir une équipe, des gens qui aident pour ça, c'est top. C'est vraiment top. Et donc, on en vient à notre sujet du jour, Mathieu. Notre sujet de l'analyse du film du jour, le film Fight Club. Alors, je ne sais pas quelle est ton histoire avec ce film, mais moi je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie. Ok. Avec Snatch, avec Rambo 1, bien sûr. Ouais. Et les Bruce Lee. Et tous les Bruce Lee. Et parce que j'étais aussi vraiment un jeune de mon époque, et aussi Scarface. Là, je pense que tu as la somme des films de ma jeunesse que j'ai le plus vu en boucle, quoi. Ok. Non, moi, j'ai pas ce rapport avec Fight Club. Je l'ai vu plusieurs fois, mais la dernière fois que je l'ai vu, ça remontait à longtemps, en fait. Ouais. Et donc, il y avait pas mal de trucs où j'ai rien découvert, mais je découvrais. Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelais l'histoire au fur et à mesure, mais j'avais pas d'anticipation, j'avais pas de grosse anticipation. Bien sûr, je connaissais le plot, je connaissais le dénouement, je connaissais le grand principe. Alors d'ailleurs, on va pas faire du tout d'effort pour pas spoiler, c'est-à-dire que si vous voulez le voir et que vous l'avez pas encore vu, allez le voir avant qu'on en parle, parce que sinon on va vous le pourrir. Oui, parce qu'on est sérieux, quoi, parce qu'on analyse le film, donc on peut pas l'analyser sans... On peut pas faire du bon travail sans parler de l'aboutissement du film. Hein. Ça serait pas sérieux, ça. Ouais. Non, c'est un très très gros film et je m'identifiais vraiment. Enfin, ça résonnait très fort, quoi. C'était vraiment. Ouais. Alors là, je l'ai revu pour le Memento Mori. Il a très bien vieilli en termes de réalisation et tout. Il a très bien vieilli. 99. Ouais. Il a pas pris une ride. Hein. Bon, c'est là que tu vois les très bonnes réalisations aussi. Hein. Mais c'est un film effectivement qui est très violent, qui est trash, qui est pas tout public, et on veut pas. Enfin, ne croyez pas qu'on souhaite en faire une promotion totalement. Enfin, une totale promotion. On n'est pas là pour le défendre, on est là pour l'analyser. C'est un des films de sa génération. Ça a été vraiment, enfin, Fight Club, ça a été un film qui a marqué. C'est devenu un film culte, hein, sans problème. Je crois que ça a marqué beaucoup de monde. Il y a des gimmicks qui sont maintenant vraiment très connus. Hein, les règles du Fight Club. J'ai même fait un article sur l'herméneutique avec Fight Club, moi. D'ailleurs, faut que je le mette. Tu t'es pas foulé d'ailleurs. Mais c'était pour faire retenir la chose. Mais ça marche très bien, mon gars. Ça marche très bien. Mais c'est donc voilà un très grand film inspiré d'un roman. Alors, ce que je te propose et ce qu'on vous propose, chers auditeurs, chers amis, c'est de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on utilise notre grille d'analyse de films qu'on avait créé pour un webinaire sur le sujet. Où on va un petit peu dans une première partie essayer de comprendre le film, donc voir ce que ça nous dit sur le monde, sur quelle est la problématique que soulève le film, les solutions qui sont apportées, quelle est la fin, la finalité, et quelles sont les grandes questions que pose le film, et de voir aussi donc quels sont les points de contact avec la vision biblique du monde, et les points de contraste et comment l'évangile répond à la problématique que soulève ce film. Mais avant ça, peut-être un petit pitch
est utile. Oui. Je me lance ? Je me lance. Vas-y. Alors, c'est l'histoire de Jack. On ne connaît pas son nom de famille dans le film. Jack travaille pour une grande compagnie qui fabrique des voitures. Et dans son travail, il doit évaluer si suite à des accidents, certains modèles doivent être retirés du marché. Il gagne très bien sa vie, mais il a une existence qui est totalement morose, totalement plate. Il va au boulot, il sort du boulot, il passe son temps devant la télé. Il souffre d'insomnie, sa vie n'a pas de sens, il est dans une quête de matérialisme où il se demande quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. Voilà, il a une vie comme ça et il a des problèmes de sommeil, il n'arrive pas à dormir et puis comme il voyage entre tous les fuseaux horaires, ça arrange pas la chose, il va voir le médecin, il n'a pas de solution, etc. Et en fait, on le voit qui plonge. Alors, on le découvre à la fin. On le découvre totalement à la fin. Mais en fait, Jack plonge progressivement dans de la schizophrénie, mais alors avec un dédoublement de personnalité très forte, où il va développer un alter ego qui est Tyler Durden, interprété par Brad Pitt, qui est en fait son opposé total, qui lui est un gars qui vit de petits boulots. Dans ces petits boulots, il les vit lui comme un espèce de... Il dit c'est un pistolero, je crois, des petits boulots. Il bosse pour... à chaque fois, il saccage tout ce qu'il fait. Il utilise ces petits boulots pour faire que des bêtises, on va le dire comme ça. Et c'est un gars voilà, qui a aucune limite, qui est l'opposé, il n'est pas du tout matérialiste, c'est un espèce d'existentialiste, nihiliste, je ne sais pas dans quelle catégorie, révolutionnaire, anarchiste complet, mais ça on le découvre petit à petit. C'est ça. Et donc lui rencontre Tyler Durden, mais qui en fait est une vision de son esprit, et ils commencent à discuter ensemble et voilà, et à créer ensemble Fight Club, parce que lui Jack a perdu son appartement qui a explosé. En fait, c'est lui-même qui le fait exploser sans s'en rendre compte. Et donc vit avec Tyler Durden dans une maison abandonnée et passe leur temps à faire du combat de rue en créant un Fight Club. Et petit à petit... Quoi ? C'est quand même dingue comme histoire. Oui, c'est taré. C'est taré. Et donc voilà, et ce Fight Club grandit parce qu'il y a d'autres hommes qui vivent les mêmes crises existentielles, hein, qui les rejoignent dans ce club-là. En même temps, Tyler Durden, je remonte un peu en arrière, j'ai oublié, Jack cherchait comme solution à ses insomnies d'aller chercher des solutions, et suite au conseil d'un médecin, alors que c'est un conseil qui n'est pas du tout mais qui lui dit voilà, vous vous plaignez de souffrir, allez voir les gens qui meurent du cancer, vous allez voir ce que c'est la souffrance. Et lui, par curiosité un peu morbide et parce qu'il est complètement paumé, va voir ce cercle-là, et donc il va dans tous les cercles un petit peu des groupes de parole pour les gens qui souffrent de diverses maladies incurables, et passe son temps là-dedans au début et pour essayer de trouver un exutoire un peu émotionnel. Et puis dans ces rencontres-là, il croise Marla Singer, qui est le troisième personnage important du film. Marla est en fait qui fait comme lui, et c'est ça qui a cassé un petit peu son délire, c'est que son mensonge, comme il dit, son mensonge me renvoie à mon mensonge. Et donc, il trouve plus de satisfaction dans ces groupes de parole-là. Et il va rencontrer donc Tyler Durden, voilà, et fonder le Fight Club. Mais Marla va se réinviter dans sa vie parce qu'il était resté en lien avec elle tout de même. Et donc, il y a une espèce de trio là entre lui, où lui, il la rejette, mais elle, en même temps, elle devient je sais pas si la petite copine, je sais même pas si c'est le bon terme, mais la femme qui va coucher de temps en temps avec Tyler Durden dans une relation complexe.
passionné, et puis je te prends, je te quitte, quoi, je te laisse. Et puis en même temps, le Fight Club, lui, grandit. Ça devient une franchise de combat underground où de plus en plus d'hommes se rejoignent le Fight Club. Et le Fight Club prend une dimension plus pas philosophique, politique, on peut le dire comme ça, de vision du monde. Et Tyler Durden devient vraiment un espèce de gourou, de leader de ce groupe-là politique, où il donne des devoirs aux hommes, il fait des discours vraiment sur le monde, sur vraiment antisocial, quoi, sur ce que le produit de la société qui est mauvaise et qui a fait de nous un peu des espèces de sous-hommes. Et le groupe se politise et va se transformer en groupuscule terroriste, et dont le projet final est en fait la destruction de la civilisation, on peut le dire tout simplement comme ça. Les mecs qui veulent fumer le monde, le rêve c'est de revenir il le dit à un moment, hein, il dit je rêve d'un monde où on verra où on chassera le cerf dans peau de bête, et on verra des lianes grimper autour du World Trade Center, je crois, ou je sais plus comment il le formule, mais voilà, c'est ça. Et en gros, il pose des bombes sur tous les grands centres de la finance pour créer un crash financier soudain qui plongerait la civilisation, enfin l'obligerait à revenir dans une ère pré-industrielle, on va dire un peu comme ça. Et voilà. Et donc, et le film, malgré le fait que sur la fin, il se rend compte en fait Jack se rend compte que Tyler Durden n'est pas un pote à lui, mais que en fait c'est bien une vision de son esprit, c'est bien sa maladie qui s'est exprimée, et qu'en fait il est Tyler Durden. Et malgré ses efforts en se rendant compte de sa folie, il essaye d'éviter le pire, mais le film se finit sur l'explosion de toutes les tours et générique. Et Where is my mind des Pixies, et voilà, c'est fini. Et là t'es bien. Et je me souviens de quand je suis sorti du cinéma avec mes potes, après ça te tirait une balle dans la tête, une balle dans la tête où il se rate à moitié et ça le tue pas d'un coup, il a le temps de voir le truc, et voilà, et là tu sors du cinéma et tu te dis mais wow, qu'est-ce qui s'est passé là, c'était quoi ce film de fou. Comme tous les trucs où t'as ce cliffhanger phénoménal à la fin, t'es là à te refaire tout le film et tu te dis purée, il faut que je le revoie à tout prix. Et voilà, et donc voilà un petit peu pour l'histoire. Bien sûr, il y a des scènes de combat qui sont très brutes, c'est vulgaire, et c'est dur comme film, mais c'est un film où la violence est pas là pour être glorifiée ou magnifiée, c'est pas juste de l'action pour de l'action, mais c'est au service de la vision du monde des protagonistes. C'est un film qui pose beaucoup de questions et où il y a vraiment beaucoup de matière à analyser. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le genre et le style avec le message. Je trouve que c'est une bonne approche. Ce serait pareil avec la question de la magie si on parlait de Harry Potter. Un jour, peut-être faudra faire un truc sur Harry Potter. Après, je suis pas un grand spécialiste, donc faudra sûrement inviter quelqu'un. Je sais que toi, tu les as tous regardés 10 fois, mais bien sûr, oui, c'est ça. Non, je les ai vus quand j'étais à l'hôpital. Mais oui. Ouais. Ah ouais, c'est mon frère qui m'avait filé le coffret. Je regardais 10 minutes par jour. Ça m'a tenu un an. Ouais, alors, c'est donc un film bien riche. Ce que je te propose, Matt, c'est qu'on suit notre grille, tout simplement, en se posant la première question. C'est finalement, on va voir beaucoup de choses, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille ? Que dit le film sur le monde, sur notre société, sur que représentent un petit peu les différents personnages, tout ça. Déjà, je pense qu'il est intéressant de noter, et ça se voit assez vite, c'est l'esthétique du film.
elle est assez dépouillée. Il y a en fait, une des choses qui fait qu'il a bien vieilli, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont identifiables à un milieu ou à une époque particulière. Il n'y a pas de gros plans, ça se passe pas dans la ville, il n'y a pas de... il n'y a rien en fait qui est vraiment identifiable à une époque particulière, Ouais. si ce n'est le catalogue Ikea et une mondialisation du consumérisme voilà, on devine qu'on est dans l'ère post-internet, ou en tout cas au tout début d'internet, avec un truc de consumérisme ultra développé. Mais sinon c'est assez dépouillé et c'est assez sombre, l'image est sombre, c'est gris, vert, et de suite en fait ça respire pas la joie, quoi. On voit que ce monde-là, il est pas gai. La moitié, ça se passe pendant la nuit. Parce qu'en fait, l'esthétisme ressemble beaucoup à Matrix jour, au début. Tu sais, dans les bureaux, open space comme ça, c'est le même cadre Exactement. que Neo. C'est très un monde sans saveur. Quand il y a de la lumière, c'est des néons. C'est sans saveur, c'est en fait, grisâtre. On voit pas le soleil. On voit pas le soleil. Donc rien que ça, en fait, rien que l'esthétisme, ça nous dit quelque chose. Et ça, c'est aussi intéressant de remarquer de manière générale, au-delà des personnages, de voir les lieux, de voir les situations, de voir la gestion des couleurs, les plans, etc. On nous dit, on voit pas grand-chose du monde. En fait, ce qu'on en sait, c'est par rapport au discours de Jack et de Tyler Durden. On voit le monde au travers. Tout ce qu'on sait du monde, c'est à travers son prisme. C'est ça, tout à fait. C'est ça qui est génial. Bah, qui est très intéressant parce que tu es tout de suite pas dans une description. D'ailleurs, il y a un glissement qui est intéressant, c'est-à-dire que déjà dans l'interprétation du monde que dans sa description, tu vois, avant tout. Tu as toujours la voix du narrateur qui interprète sans cesse ce qui se passe. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un glissement. C'est que au début, quand on regarde le film, Jack se dit qu'il a un problème. Parce que il n'arrive pas à dormir, parce que il n'est pas bien dans son boulot, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à réconcilier. Ensuite, il rencontre Tyler Durden et il se rend compte que c'est pas lui qui a un problème, mais c'est le monde qui a un problème. Et tout le film développe en fait le problème du monde, mais ça va trop loin et la solution est trop radicale. Et en fait, quand il s'en rend compte, c'est le moment où Jack se rend compte que c'est pas le monde qui a un problème, c'est lui qui a vraiment un problème à la fin du film. Mais il est trop tard. Et c'est là en fait où il est trop tard dans les deux sens. Il est trop tard pour le monde, il est trop tard pour lui-même. Mais il y a un glissement intéressant où il se rend compte que sa perception du monde est liée à sa perception de lui-même, en fait. C'est ça. Ouais, je trouve aussi dans la vision du monde, il y a quelque chose qui est bien sûr très critiqué. C'est celle du matérialisme. Alors c'est fou parce que moi j'ai trouvé assez alors ça grossit le trait mais sans être caricatural, c'est-à-dire que on voit auprès de Jack où il dit je trouve qu'il décrit assez bien la dynamique en fait matérialiste et même consumériste en disant je voulais toujours quelque chose de plus. À chaque fois je me disais c'était le dernier canapé, c'était le dernier truc, mais qu'il n'est jamais insatisfait. Et il dit j'allais bientôt être complet, dans le sens où j'allais tout avoir, mais c'est un matérialisme qui ne le satisfait pas réellement, parce qu'on voit qu'il est vraiment pas heureux et que ça comble pas ses besoins. Et du coup, il y a une forme de prise de conscience, mais sans solution.
et voilà. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant comme la façon dont il voit le matérialisme, c'est-à-dire, et que je trouve qui est assez proche de ce qu'on ressent tous. On sait qu'on est dans une course effrénée pour des choses qui ne nous satisfont pas. Mais malgré tout, on est quand même dedans et on se rend bien compte que ça ne nous rend pas heureux, quoi. Donc ça, et même lui, il est dans un état psychologique où même quand il est dans l'avion, tu sais, il dit, je rêve que en fait l'avion se crache. Il est dans un désespoir et une errance. Sa vie est une errance totale, quoi, hein. Et ça, c'est assez terrible pour lui. Il a vraiment du mal à le supporter, quoi. Il y a un autre paradoxe qui est aussi un double paradoxe, c'est que on a cette relation qui fait le lien pendant tout le film avec Marla. Alors, au début, on pense qu'elle a un grain. En fait, au début, Jack paraît assez stable, toute proportion gardée. Et on pense que Marla, elle a un grain, elle est un peu off, elle est un peu... elle est borderline, quoi. Excentrique. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que là aussi, il y a une inversion. C'est-à-dire que c'est plutôt elle qui est... la plus saine des deux. Voilà, c'est ça, la plus saine des deux, c'est elle. Et en même temps, alors il y a un truc où tout le personnage de Tyler Durden et de Jack, du coup, rejette cette société de consommation, mais traite la seule personne qui est proche d'eux comme un objet. Et il y a ce truc de je te prends et je te jette. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est la seule relation qu'il y a quand on se rend compte en fait que Jack est Tyler et que Tyler est Jack. La seule relation qu'il a, une vraie relation, c'est celle avec Marla. Parce qu'avec les autres hommes qui habitent chez lui, à la fin, c'est pas une relation en fait. C'est de l'ordre de la fascination, de la subordination. Mais il n'y a pas de rapport. D'ailleurs, à tel point, il n'y a tellement pas de rapport que à un moment donné, il a failli passer quand il est dans le poste de police. Parce que ce qui compte, c'est le projet Mayhem. C'est pas... Comment ça s'appelle en français? Projet Chaos. Le projet comment? Projet Chaos. J'aurais dû le re-regarder en français. Parce que les films que tu regardes en français à l'époque, mais que tu regardes en VO après... Oui, tu les redécouvres. Ils n'ont pas la même... C'est pour ça, moi, je l'ai revu en français parce que les voix, enfin, tu vois, je l'ai tellement vu en français. Ah ouais, mais c'est comme Snatch. Comme Snatch, tu peux les mater en français. Sinon, ça n'a plus de sens. Ah ouais. Mais c'est intéressant parce que d'ailleurs, quand tu regardes les films en connaissant la fin, en prenant la fin comme point de départ, c'était mon cas là, c'est elle qui nous permet de comprendre la folie de Jack. En fait, c'est elle qui dit, tu vois, lui il dit nous, elle dit tu, elle ne fait que lui parler, elle parle jamais à Tyler. Tyler et Jack sont jamais dans la même pièce quand elle est dans la pièce avec Jack. En fait, c'est elle qui nous aide à comprendre que lui il est fou. Ouais. Donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a une autre thématique aussi alors il y a bien sûr il y a une critique de la société, du matérialisme, qui est vraiment véhémente, hein. La société, elle a que des problèmes. Elle a vraiment mauvaise haleine. Et il y a aussi toute la question de la souffrance, qui est prise sous toutes ses formes. Il y a vraiment la souffrance. On est en fait, moi c'est ça que je vois, on est dans un monde qui promet, au début on est dans un monde qui promet un certain matérialisme, tu vois, qui promet une réussite et un accomplissement par le matérialisme, mais qui au final n'offre que souffrance. Il y a la souffrance professionnelle, avec cette espèce de bore-out dans lequel il est. Il y a la souffrance des personnes qui sont malades du cancer, etc. Il y a la souffrance liée au rejet de
de la société, il y a la souffrance. Et du coup, il y a un rejet du matérialisme, et on passe de ce shift-là où il rejette le matérialisme, et par Tyler Durden, qui va lui dire « Allez, vas-y, frappe-moi aussi fort que tu peux ». C'est le truc qu'il lui demande. Et qui dit « Bah voilà ». Et en fait, c'est en passant par la violence et la souffrance que tu vas en venir en fait à vivre une vraie expérience. Et en fait, il a des expressions très fortes, quoi. Tu vois, il dit c'est chaque soir, je mourais au Fight Club et chaque soir, je renaissais. Et en fait, t'as tout ce discours-là, tu vois, à un moment, il dit ouais, perdre tout espoir, c'est ça la liberté. Et voilà, donc tu as ce côté-là de dire bah, c'est par la souffrance que tu t'affranchis, que tu peux rejeter tout ça, et c'est incarné par Tyler, qui est vraiment cette espèce de figure tutélaire, on va dire, où lui, il encourage à tout balancer, quoi. À tout balancer, c'est les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Sans la souffrance, on n'a absolument rien, etc., quoi. Et du coup, il faut par nous-mêmes expérimenter et trouver finalement le sens au travers notamment de la souffrance. Et avec cette fameuse expérience du baiser, là, où il lui verse de la soude sur la main, où il lui dit mais il ne faut pas que tu fuis la souffrance, il faut que tu l'acceptes et que tu intègres ça, et c'est comme ça que tu vas te libérer vraiment et que tu vas trouver du sens à ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, il faut trouver quelque chose d'encore plus fort que la souffrance d'un monde désenchanté qui n'a rien à offrir et qui n'a aucun sens. Et la seule chose en fait qui permet d'échapper à ça finalement, c'est la destruction de soi et du monde. C'est qu'il y en ait un des deux qui disparaissent. Et en même temps, il y a l'idée d'une rédemption derrière, puisque, alors peut-être là on anticipe un peu, mais j'ouvre juste la voie. Il y a l'idée d'une rédemption. On doit pouvoir changer. Il faut qu'on change notre regard sur le monde. Soit on change notre regard sur le monde, soit il faut que le monde change, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et il faut trouver quelque chose qui fait qu'on s'élève. Et il y a une espèce de... En fait, le Fight Club devient l'église. Ça devient une communauté. Ça devient... Il y a des rituels, il y a des règles, il y a des sacrifices. Et il y a un but transcendantal, il y a un gourou, il y a des implantations. Enfin, ça devient vraiment une église. C'est ça. Et oui, voilà, tout à fait. Donc, on est dans on a une dynamique qui est, je trouve, intéressante. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. En fait, c'est soit il faut que nous on change, soit le monde doit changer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il dit les deux, quoi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit se sortir de ce système-là et casser, démolir ce système. Et il y a quelque chose de profondément violent. En fait, il passe du désespoir à la violence. Et au fait de dire il faut détruire ce mal qui est là. Et tu as aussi dans cette description du monde au travers de ces personnages, je trouvais ça intéressant, tu as tout un discours alors sur l'origine, sur les parents, sur qui on est, père qui a abandonné, tu vois, l'absence, en gros la société nous a menti, nos parents nous ont abandonnés, nous ont menti. On nous propose, on nous fait bosser pour des choses qui, au final, nous asservissent. Et Dieu, et en fait, et le discours de Tyler, c'est Dieu ne t'a jamais voulu, il te déteste. On est les enfants non désirés de Dieu. C'est le père, quoi. Exactement, c'est le mauvais père. Et il dit, et tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Et en fait, c'est ça, c'est que tu as un rejet de tout, une espèce de crise
profonde, avec une colère immense, d'où ce rejet de Dieu, de tout ça. Nous sommes victimes de ce manque d'amour, de cette manipulation, de toutes ces choses-là, et on va tout casser. On va tout casser, voilà, et c'est nous-mêmes, en nous cassant entre nous, en nous battant, que finalement on peut envisager quelque chose de l'ordre de la reconstruction, mais très paradoxal. Et t'as pas du tout, je pense qu'il faut pas trop chercher de cohérence non plus. C'est que tu as en même temps sans cesse le discours, tu sais, même après, entre eux, où ils se répètent des trucs, tu sais, t'es pas exceptionnel, tu sers à rien, enfin voilà, je paraphrase pour pas être vulgaire, parce qu'ils sont beaucoup plus vulgaires que ça. Mais entre eux, mais enfin voilà, tu vois, c'est voilà, tu dois être prêt à servir à tout, t'es le caca de ce monde, et tu sers à rien, quoi, tu vois. Donc tu as ce côté un peu d'un existentialisme, mais orienté vers l'autodestruction et la destruction du monde qui nous entoure, quoi. Et le seul chemin par lequel on peut y arriver, c'est la violence et le chaos. La violence et le chaos. Est-ce que tu veux encore dire des choses sur tout ça? Non, je pense qu'on a fait un bon état des lieux du monde et des personnages. Et de leurs problèmes. On a une idée. En même temps, alors, il y a peut-être aussi un dernier paradoxe, qui est un paradoxe aussi du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que on aspire à un sursaut. On aspire à une révolution, on aspire à un renversement, on reconnaît que le monde n'est pas tel qu'il devrait être et qu'il a un problème, mais on ne peut pas s'affranchir d'un ordre moral. C'est-à-dire que même si on veut tout remettre en cause, on va toujours partir du principe qu'il y a quelque chose qui est juste, qu'il faut, et là, il y a quelque part le retour à un Éden qui est proposé parce que il y a cette idée d'effacer la dette, de revenir à zéro, etc. Il y a l'idée que tout le monde ait sa chance, et donc en fait il y a des valeurs, alors, mais on va le développer dans la deuxième partie, donc je m'arrête là. En fait. Même la notion de sacrifice humain, là, comme il le dit, en fait, où le but c'est d'aller menacer de mort quelqu'un qui n'a pas accompli ses rêves. Où il va prendre la pièce d'identité d'un commerçant asiatique et il lui dit qu'est-ce que tu voulais faire, le mec il dit des tas de trucs, tout ça, et il lui dit tu sais, il dit plusieurs fois, moi ça c'était un des gimmicks avec mes potes, qu'est-ce que t'as fait, des tas de trucs, tout ça. En fait le gars il est au bout de sa vie et il le menace, donc il lui dit mais en fait qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Il dit être vétérinaire. Et alors il lui prend sa pièce d'identité, il lui dit voilà, maintenant je sais qui tu es, je sais où tu habites. Si dans les 6 semaines t'as pas tout fait pour entreprendre, enfin si t'as pas entrepris des démarches pour devenir vétérinaire, je reviens, je te bute. Et tout ça pour forcer la personne à sortir de sa torpeur et de sa situation dans laquelle elle est, et de vraiment trouver une raison de se bouger les fesses, c'est-à-dire d'être en danger de vie ou de mort, quoi. Et finalement, et c'est ça qu'on voit, c'est tout ce côté anesthésié que tu as par le monde dans lequel tu es, qui est sans goût, sans odeur, sans rien, où lui il dit mais en fait ces choses, toutes ces choses-là ont fini par te posséder, et en fait tu vas découvrir qui tu es en te dépouillant de toutes ces choses-là et en te battant, parce que c'est dans la souffrance, c'est dans tu sais qui vraiment tu es au travers du combat. Et on voit ça comme il le représente, où les gars du Fight Club, quand ils se croisent en dehors du Fight Club, se voient, et les gars, ça y est, ils ont une vie qui a... ça y est, ils vivent quelque chose, ils ressentent quelque chose, et la seule chose, on a l'impression que tu peux ressentir dans ce monde-là, qui finalement te redonne du goût à la vie, c'est la violence, et c'est la souffrance. Et c'est fou, parce que c'est une rédemption par
par la souffrance. Alors là, il y a des points, on va le voir avec la vision biblique du monde, mais c'est quelque chose de vraiment, de vraiment intéressant. Et donc, quelle est la fin, quelle est la finalité? On l'a dit, hein, c'est le projet chaos, le projet de détruire cette culture qui les a complètement asservis, aliénés, et la destruction totale de cette culture pour essayer de repartir à zéro. Et donc on n'est pas dans une solution qui pointe vers un avenir, mais qui est plutôt un retour en arrière. Ouais, alors juste parce que on a dit que c'était important, la question à 1000 €, Raph, toi tu y répondrais comment? Quelle est la grande question que pose le film? Toi tu dirais quoi? Pour la formuler, c'est pas facile, mais pour moi la grande question que pose Fight Club, c'est finalement c'est une question de, enfin ça va faire bateau ce que je dis, mais il me semble il y a une question vraiment du sens de la vie, au sens de l'identité, tu vois, qui on est dans une société qui nous a asservis par tous ces codes, ces injonctions, ce qu'elle nous demande de poursuivre, etc. Et pourquoi on ne renverse pas le système? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte toutes ces choses-là, et pourquoi tu vois, où tu as l'impression qu'il n'y a que par la folie au final, on n'est pas assez fou comme lui pour être capable de changer les choses. Tu vois, il n'y a que par une folie extrême que tu peux sortir de cette situation-là, mais cette folie extrême te mènera forcément à ta perte. Donc en fait, tu as une sensation de pas de solution, quoi. Tu vois, de dire c'est soit un esclavage, soit une autodestruction. Donc c'est quoi la question, si tu fais en une phrase? J'ai envie de dire, la question du film, c'est quel genre de vaisselle me définit en tant que personne? J'arrive pas à le formuler en tant que question. Est-ce que toi, tu y arrives? Ouais. Moi, je dirais comment vivre sain dans un monde fou. Ouais. Oui. En fait, j'ai l'impression que vraiment, il y a la question de l'aliénation. Dans le sens où, de manière littérale, Jack est aliéné avec lui-même, mais qu'il y a aussi une aliénation avec le monde. Et d'ailleurs, quand il se rend compte, des dégâts de la folie de Tyler Durden, quand il y a Bob qui se fait tuer, il s'appelle Robert Paulson. Quand il y a il s'appelle exactement. Dans la mort, nous retrouvons un homme. Et ce nom, c'est Robert Paulson. C'est ça que vous voulez nous apprendre? C'est mythique. Monsieur, c'est ça la leçon, que même dans la mort, nous appelons Robert tous Paulson. Robert Paulson. Non, mais tu vois, à ce moment-là, il se rend compte en fait qu'il est encore plus fou que le monde, et que l'aliénation a grandi, et que finalement on peut pas se séparer du monde tel qu'il est à ce point, parce que ça finit dans la destruction, et c'est vraiment le projet chaos. Oui, et tu as aussi la question de aussi des croyances, enfin dans le sens de justement de cet esclavage et de cette aliénation, où tu vois comment lui aussi, et je trouve que c'est un angle intéressant, aliénise, ou en tout cas a une emprise sur les autres. C'est incroyable de voir comment les autres vont le suivre et font preuve d'une faiblesse mentale, où en fait ils récoltent, où cette société-là a rendu les hommes avec un mental, ils ont un mental d'endive. Ils
voilà, ils ont un mental d'endive, les mecs. Et du coup, c'est des lavettes, quoi. Et ils rencontrent quelqu'un qui va les pousser un petit peu, les secouer, les réveiller. Et ils lui vouent une confiance. Enfin, je veux dire, t'es au-delà de l'endoctrinement, quoi. C'est dans un truc, c'est que tu retrouves dans des sectes, mais les plus extrêmes, où tu as des gens qui sont à ce point-là manipulés, l'emprise qu'il a lui-même sur eux. Et en fait, tu as l'impression que tu es toujours... il est aliéné à lui-même, ou tu es aliéné aux autres, ou tu aliènes les autres, ou les autres vont t'asservir. Enfin, tu vois, y a ça qui est... est-ce qu'on peut être libre de toutes ces... Est-ce qu'on peut... Ouais, je dirais peut-être cette question-là. Est-ce que l'homme peut être libre d'un esclavage des autres, de la culture ou de lui-même? Tu vois, est-ce qu'il y a une vraie liberté et une vraie construction de l'identité saine dans ce monde qui est possible? Ouais. Et donc... Excellent. Et donc... maintenant, on a vu un petit peu tout ça. On a et puis il y a des tirades quand même, enfin qui sont incroyables dans le film, où la rhétorique est très très bien travaillée, quoi. Enfin, les dialogues sur les arguments et tout ça, où t'es là, ouais, tu vois, enfin t'es embarqué dans le truc, quoi, et tu comprends comment tous ces personnages là sont embarqués dans ce projet totalement fou. Donc notre deuxième étape, c'est de chercher à confronter, donc, confronter ce film-là par la vision biblique du monde, et essayer de démêler le vrai du faux sur les points de contact qu'on a avec les Écritures, et les points de contraste. C'est là où ce que propose le film comme solution et comme type de rédemption enfin, n'est pas conforme à la Bible. Et comment ce que propose la Bible est finalement bien meilleur. Matt, quel point de contact, toi, tu as trouvé avec la vision biblique du monde? Bah, le premier et le plus évident, c'est la déchéance, quoi, la dépravation totale. La dépravation totale du monde, d'abord, et ensuite de l'homme. C'est-à-dire que les effets noétiques du péché sont vraiment mis en avant. On ne peut plus faire confiance à sa raison. Et on peut plus faire confiance à ce qu'on pense du monde, en fait. Et donc, il y a cette idée de la recherche de l'identité. Tu as raison de souligner ça. Finalement, puisqu'il se crée un alter ego, mais cet alter ego... le dépasse. Alors ça c'est la folie, mais finalement il a pas créé un alter ego qui correspond à ses vrais besoins, et en fait il peut pas se faire confiance à lui-même, et donc il y a très peu de points de contact avec la réalité. D'ailleurs, dans le film, les seuls personnages qui sont à peu près neutres, c'est Marla et le commissaire de police, enfin le détective. Sinon, en fait, il y en a aucun parce que ils sont soit entraînés dans sa folie, soit on les connaît pas parce que il est coupé de tout, tu vois. Donc il y a une profondeur dans la description de la dépravation et de la folie du péché qui est assez fine, finalement. Et tu vois, finalement, tout est touché. La culture, enfin le travail n'est présenté que comme quelque chose de mauvais. La culture, enfin absolument tout ce qui fait de la société est mauvais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, bah, j'ai perdu mon mojo. Non, si, je disais, c'est la critique du consumérisme est assez forte, assez évidente, mais finalement, c'est un peu des black blocs. Tu vois, c'est une belle description de la dépravation, je trouve, ce film. Ouais.
Toi, tu notes quoi? Bah, écoute, les mêmes choses que toi. Je trouve aussi, ouais, tu vois, bon, ça rejoint un peu la question du film, quoi. On pourrait se dire, est-ce que ce monde nous rend-il fous? Un fou est-il fou ou sommes-nous tous fous? Mais il y a ça, et puis dans les effets, tu vois, de la chute, le désespoir. Le désespoir où tu ne trouves pas dans le monde finalement une vraie solution. La seule qui veut apporter, alors il propose bien sûr un plan de salut, hein, une rédemption, mais c'est une rédemption de destruction et qui est hyper naïve par rapport à la façon, enfin c'est une solution hyper naïve, très radicale mais très naïve aussi, par rapport à la complexité du problème qui est vachement bien analysé. Et en fait, tu vois, proportionnellement à la façon dont le film te décrit la problématique du monde, c'est massu, mais la solution, elle est, faut tout péter, quoi. Tu vois, et c'est très basique par rapport à la complexité. Tu vois, c'est une réponse basique à une problématique complexe. Et surtout, c'est aussi, encore une fois, par rapport à la question que j'ai posée, c'est un fou qui te dit que le monde est fou. C'est ça. C'est ça. Et qui te dit, moi, je vais recréer un monde sain. Ouais. C'est ça. Et ouais, voilà. Donc c'est ça, moi, que je note aussi, et je vais pas répéter ce que tu as dit. Alors, moi, je sais pas si on peut faire dans l'analyse déjà le point de contraste par rapport au monde tel qu'il est. C'est que pour le coup, on est dans un monde qui est, donc comme on le dit, tel qu'il ne devrait pas être, et non pas tel qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il y a une absence totale de grâce commune. On ne voit pas de côté positif dans ce monde-là. C'est un monde qui est uniquement négatif. Et qui, en tout cas, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il est perçu? Comme on disait, on n'est que dans l'interprétation par la vie des personnages. Est-ce qu'ils ne veulent pas le voir, ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à le voir, ou est-ce qu'il est réellement comme ça, ce monde dans Fight Club? Il semble quand même que c'est un petit peu la façon dont il le voit, parce qu'à la fin il se rend compte de le fait de le détruire. Non, c'est de la folie, ce monde. Mais le monde, comme tu disais, que ce soit visuellement ou dans tout ce qu'il propose, dans la façon dont il le traite, c'est qu'un monde qui est on ne voit que le péché, on ne voit pas la grâce, commune. On voit que la souffrance. Même l'Église qui est au final présente, où il va dans les églises méthodistes, finalement tu n'as que des discours creux d'acceptation de la souffrance, mais aucun espoir. Tu as même un discours qui est surréaliste à un moment donné, où il y a la fameuse Chloé, là, où elle lui dit, voilà, c'est le moment de méditation. Dans un groupe, elle dit, voilà, voyez votre douleur comme une boule de lumière qui est en vous et qui vous veut du bien, ou un truc comme ça, enfin un truc qui est complètement dingue, quoi, tu vois, voilà, ou même Dieu si Dieu est présent, si Dieu existe, c'est un Dieu qui te déteste. C'est un monde où tout est ligué contre toi, voilà, où il y a où dans ce monde tu ne peux pas trouver le salut, alors que la vision biblique du monde dit que le salut ne vient pas du monde, mais tu peux le trouver dans le monde, parce que Christ est venu dans le monde. Voilà. Tu veux rebondir? Il y a un placement aussi presque messianique de Tyler Durden, à la fois dans la rédemption de Jack, puisque son problème en fait c'est la morosité, des règles absurdes, etc.
y a une solution qui est proposée par Jack qui est de faire ce qu'il veut en fait, d'arrêter de se soumettre aux injonctions de son patron et d'un monde sans sens. Et donc la rédemption de Jack d'un côté, mais aussi la rédemption du monde quelque part, en disant puisque ce monde est pourri, moi j'ai la solution et on va repartir à zéro et je vais régler la chose. Et donc il y a une Tyler Durden est comme une figure messianique, mais l'anti-messie, puisque encore une fois il vient détruire en fait. Il vient pas sauver. On vient pas régler en enlevant le problème, c'est qu'on va au fond du problème. Et c'est ce qu'il dit à plusieurs moments. Il dit t'es pas encore allé au fond, t'as pas encore atteint le fond, etc. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on a atteint le fond, on peut remonter. Et là, ouais, c'est ça. À part si c'est trop tard. Et la finalité, c'est juste effectivement la destruction, et il n'offre qu'un retour en arrière. Mais c'est pas ça qui va apporter un changement profond dans l'homme. Parce qu'en revenant en arrière, en fait, l'homme reconstruira la même civilisation, quoi. Parce que l'homme ne changera pas. Et en fait, c'est une rédemption qui est juste sur traiter la cause extérieure, c'est-à-dire les autres, le monde, et pas le problème à l'intérieur, c'est-à-dire le péché. Ce qui ne va pas en nous. Et même, et c'est là où tu as aussi un point de contraste, c'est que la seule chose qui ne va pas en lui, c'est finalement de l'ordre de la folie du médical. Tu vois, c'est un problème, c'est une pathologie, c'est pas le problème du péché qui est en lui. Tu vois, il pointe pas une remise en question morale, c'est une remise en question de sa santé mentale qui est là. Tu vois, il n'y a pas de... tu vois juste le côté moral dans la façon dont il traite cette Marla qui est là. Tout à fait. Voilà, et donc en fait, ouais, c'est une rédemption par la destruction, la destruction uniquement. Et alors, question suivante dans les contrastes peut-être, c'est ou peut-être dans la façon aussi dont on va pouvoir répondre à ce film, comment la rédemption face à un monde qui est aussi un monde, notre société, il y a des choses donc on disait vraies, hein, le consumérisme, l'aliénation, le problème de l'identité, le manque de solutions, comment l'évangile, lui, est une vraie solution à la problématique de Tyler Durden. Alors, il y a une ouverture qui est obligatoire, c'est-à-dire que le film, on l'a dit, on est dans un monde fermé, qui est fermé d'ailleurs autour du personnage, mais aussi qui est fermé, il n'y a aucune transcendance. C'est-à-dire que Dieu est une invention et que même il est décrit comme étant une invention horrible, quoi. Et donc il faut redire l'histoire avec l'idée que le sens du monde ne nous est pas donné ni par nous ni par le monde lui-même, mais par celui qui l'a créé. C'est ça. Et dire aussi que il y a un écho avec la vision biblique du monde, d'un monde qui souffre, des humains qui souffrent, et d'une vanité en fait. Je pense que et de l'idolâtrie, mais là, tu vois, la vanité, je trouve que c'est un mot qui résume bien le film. On a un monde absurde, un comportement absurde, une solution absurde, tout est absurde. Et donc, on doit montrer que le problème est plus profond et que la solution, elle est beaucoup plus belle. D'ailleurs, il n'y en a pas de solution. Ce film, il nous laisse dans le désespoir le plus complet, quoi. Parce que même, quand bien même on serait d'accord avec lui, on se pose la question sur est-ce qu'on est aussi fou que lui. Non, le monde est bien mauvais, il est encore pire que ce que Tyler Durden pense. C'est ça. Mais non, il y a une vraie solution
Mais cette solution, comme tu disais, elle n'est pas à trouver en nous-mêmes, en fait. Et moi j'aime ce que tu dis, on l'avait dit à chaque fois pour les films, en fait, à chaque fois, même dans les descriptions qu'on a dans les films les plus noirs de la nature humaine et du péché, ils sont jamais aussi noirs que la Bible. Et les solutions ne sont jamais aussi lumineuses que les Écritures. Et en fait, le problème du péché est au-delà de ça, de ce que l'imagine Fight Club sur le problème de la société, etc. Parce que lui, il pense que simplement, si tu suis son raisonnement, la société a pris un mauvais virage, elle ne peut pas revenir en arrière, donc on va faire un reboot et on va prendre le bon. Et en fait, la Bible te dit non, l'homme, rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux détruire la civilisation, il y aura toujours un problème. En fait, il faudrait détruire l'homme complet. Pour enlever l'activité pécheresse de l'homme, il faut enlever l'homme. Parce que l'homme est pécheur, c'est dans sa nature. Et cette nature-là appelle un jugement de la part de Dieu et appelle un jugement final, universel, le jugement dernier qui aura lieu, mais que ce Dieu qui est là ne juge pas sans vouloir, c'est un Dieu juste, mais qui veut aussi justifier le pécheur et qui offre du coup de venir, et au lieu de nous détruire, il offre de se substituer à ça et de s'offrir lui-même en victime pour satisfaire sa justice et pour pouvoir nous justifier. Et c'est ça qui est bien plus beau dans la vision biblique du monde, c'est que tu trouves en Christ et dans l'Évangile j'allais dire le Tyler Durden parfait, mais l'anti-Tyler Durden. Enfin, tu vois, c'est l'antichrist, c'est lui, tu trouves l'anti-Tyler Durden, c'est-à-dire celui qui vient t'apporter les vraies réponses et les vraies solutions qui vont non pas te faire sombrer dans la folie ou dans la destruction ou le chaos, mais qui t'amènent vers la santé par rapport à la folie, la santé mentale, retrouver ta raison, ton bon sens, qui te restaure, qui te conduit dans la vie éternelle et qui t'aide et qui te donne un espoir aussi dans ce monde présent. Parce que si ce monde est très triste, et il t'aide à le voir sans être cynique, de voir justement par la présence de Dieu, de pouvoir le voir aussi, sa présence par sa grâce commune, l'espoir de savoir que tu peux le connaître au milieu de tout ce monde et que c'est lui qui vient donner le sens, comme tu disais, hein, c'est par la connaissance du Créateur que l'existence prend tout son sens, malgré la vanité de ce monde-là, et tu en trouves du sens que si tu regardes à Dieu, quoi, et à l'éternité. Tout à fait. Alors, on a un dernier point et on va conclure avec ça. Comment en fait on peut utiliser, comment Fight Club on peut l'utiliser dans nos discussions, quel pont il peut nous permettre avec l'Évangile. Je trouve que justement le regard sur le monde, c'est vraiment la porte d'entrée, et que la fin désolante sans espoir aussi, quoi. C'est-à-dire il y a vraiment un problème qui est montré, mais il n'y a pas de solution, quoi. Et donc la question de savoir comment on fait pour vivre dans ce monde déchu, pour moi c'est vraiment le moyen principal. Il y a aussi, je pense, alors on n'en a pas vraiment parlé alors que c'est un des thèmes importants du film, paradoxalement, c'est la question de la violence. Ouais. Aussi, tu vois, la question de la violence en soi, parce que tu vois, il y a quelque chose, alors moyen, je sais pas toi, mais il y a quelque chose qui fait écho en nous, quoi. Il y a aussi peut-être au-delà du fait d'un monde désenchanté, etc., d'une génération désemparée aussi. Ouais.
il y a ce rapport bien sûr à la famille, il y a le rapport aussi au père, à la femme. À un moment donné, il dit on a été élevé par nos mères et c'est pas une femme qui va nous apporter la solution. Donc il y a un regard sur la famille, mais il y a aussi un regard de construction de la masculinité. On a l'impression en fait que ces hommes-là justement ne savent pas ce qu'est la masculinité et vont réduire la question de la masculinité et de l'existence en tant qu'homme dans ce monde par la violence. Et je trouve qu'une des autres portes d'entrée, surtout aujourd'hui avec l'émergence de tous les discours virilistes, des rapports à la violence. Moi, je suis quelques gars, tu vois, enfin c'est un grand mot. Je regarde de loin quelques gars sur YouTube qui sont un peu à cheval dans divers courants politiques, plutôt de droite, plutôt en réaction à une gauche justement molle, qui, tu vois, qui décrit et qui façonne un monde qui les dépasse, qui comprennent pas, tu vois, avec des valeurs plutôt catholiques, en tout cas, tu vois, religieuses, conservatrices, plutôt dissidents, etc. Et c'est des gars qui citent beaucoup Nietzsche, tu vois, qui ont des figures de pensée et aussi des figures d'autorité, de leadership, Napoléon, tu vois, c'est ces figures-là qui reviennent. Et on a cette idée de force, de puissance. Ouais, de splendeur, de gloire. Et on a un rapport en fait à... C'est ça. On a un rapport aussi à la masculinité qui se construit en faux, en creux, par rapport à un discours féministe. Et je trouve que Fight Club, aujourd'hui, tu vois, 20 ans après, s'inscrit toujours aussi bien dans le climat. Mais peut-être avec une autre lecture, c'est-à-dire que la violence dans Fight Club, c'est le fait de se réapproprier et de sentir son corps dans un monde dans lequel on est passif. Mais aujourd'hui, c'est aussi réfléchir à la question de l'homme, parce qu'il n'y a pas de femme en fait dans Fight Club. Il y a pas de femme d'ailleurs dans le monde en fait. Dans le monde dans lequel il vit, tu vois, dans le film, la seule femme c'est Marla et c'est une étrangère et elle n'arrive jamais à intégrer justement le monde de Jack et de Tyler, et donc le film, je trouve, pose la question: qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui? Alors peut-être tu me dis ce que t'en penses, c'est un peu un truc que je teste, un peu tiré par les cheveux qu'on n'a pas, tu vois, mais je trouve que ce serait une porte d'entrée intéressante aujourd'hui. Alors qu'on n'a pas de rite initiatique, on n'a pas de passage à l'âge adulte, on n'a plus de service militaire, on n'a plus de trucs physiques. Et puis il n'y a plus de bagarre à main nue, tu vois. Ouais. Alors oui, c'est intéressant. Je me suis fait la même réflexion là quand il parle justement des femmes. Et je me disais que effectivement ça sonne aujourd'hui, on en avait parlé sur le truc où tu tombes soit dans des mouvements virilistes, soit dans des mecs qui abandonnent un petit peu la masculinité ou d'autres qui vont se conformer dans simplement l'apparence, quoi. Enfin, ils se revendiquent virils, mais ils en renient ce qui fait la force. Alors, mais je me dis, tu vois, qu'on est quand même, la société a évolué quand même, où je trouve qu'on est quand même beaucoup plus à cran aujourd'hui. Et t'as un mal-être dans Fight Club et aujourd'hui t'as une crise. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est dans le souci d'un mal-être latent profond. Il est toujours aussi profond, sauf que maintenant la société le vit de plus en plus mal. Et tu vois, je pensais là, tu vois, le projet Chaos, tu retrouves ça dans des mecs, ils sont dans cette philosophie-là avec les Black Blocs, quoi, tu vois, où tu retrouves ça, ou ce côté où il dit, tu sais, à un moment ils ont un devoir où ils doivent aller chercher la bagarre dans la rue. Et en fait ils disent, mais finalement c'est vraiment pas facile de trouver la bagarre dans la rue. Mais mec, 2020, tu sais quoi, il n'y a rien de plus facile. Viens à Grenoble, tu vas voir. Tu vois, tu fais un mauvais regard dans le tram ou un regard appuyé où tu parles mauvaise parole de travers, boum, ça part, quoi, tu vois. Et on est dans une société qui est beaucoup plus violente et beaucoup moins endormie
et qui est beaucoup plus réveillé, tu vois, à cran sur les nerfs, quoi, tu vois, que dans Fight Club. Donc il y a ça que je trouve. Et puis, je trouve la façon dont on a une réponse à l'évangile, en fait, on a vraiment un discours de sens à remettre, parce que ça questionne, hein, il y a vraiment la question du sens de la vie et de la place, tu vois, où est ta place. Et j'avais laissé ça de côté, mais il y a ce passage là dans le fameux discours de Tyler Durden où il dit ceci: on est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis, on n'a pas de but ni de vraie place, on n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression, notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression c'est nos vies. Et en fait il y a une vraie réponse à ça. On peut lui dire en fait non, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas d'enfants oubliés de l'histoire, mes amis, oubliés de l'histoire humaine, oui, mais pas de Dieu et pas de son plan. Et que on peut, en redécouvrant Dieu, on peut découvrir le but de notre vie, et il se passe par la découverte de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va trouver une vraie place dans ce monde. Et que c'est pas dans la recherche et que ça, on n'a pas besoin d'une guerre ou de vivre une grande dépression. Là, c'est au sens, quand il le dit, c'est au sens économique, sociétal. Et par contre, là où il y a un point de contact énorme, c'est quand il dit notre grande guerre est spirituelle, ça, oui, tout à fait. Et c'est Paul lui-même, hein, qui le dit, hein, qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais qui se bat pour renverser les raisonnements. Et en fait, l'évangile est vraiment ce qui vient retourner la table. C'est le vrai Fight Club qui vient te remuer le combat, ou quand tu te confrontes à Christ, ou comme Jacob qui s'est battu contre Dieu, en fait, où tu abdiques, enfin contre l'ange de l'Éternel, où en fait tu es obligé d'abdiquer. Et c'est dans cette abdication, dans cette défaite à vouloir t'autodéterminer, à vouloir prendre ta place par la violence, à vouloir trouver par toi-même le but, où en fait c'est en mourant à toi-même que tu peux t'approcher de Christ et trouver la vie en lui. Et une vie qui t'offre vraiment un vrai sens, une vraie place, un vrai but, et qui répond à tes besoins existentiels. Et ça, c'est la vraie réponse de l'évangile. Et donc, tu as un bon diagnostic, en tout cas dans ces grandes lignes, dans le film, mais c'est l'évangile qui apporte la vraie réponse. Et puis, je pense que il y a aussi une figure d'amour qui est celle de Marla, finalement, qui est la seule qui voit Jack pour qui il est. Les autres qui le côtoient ne voient que Tyler, en fait, parce qu'ils ne connaissent que ce côté-là. Marla, c'est la seule qui a ce regard et qui cherche une relation d'amour. Ouais, la relation Jack, physique, elle l'a avec Tyler, mais la relation émotionnelle, elle l'avait avec Jack. Sauf que Jack, lui, il veut pas. Et c'est la seule qui lui parle d'aide. C'est la seule, en fait, qui lui donne une porte de sortie à la fin, quand elle dit mais tu dois chercher, tu as besoin d'une aide. Et c'est la seule, en fait, qui ouvre son monde et qui dit il faut que la solution vienne de l'extérieur. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à sortir de cette aliénation. Tu as besoin de quelqu'un d'extérieur. Et finalement, la vraie figure messianique du film, c'est Marla. C'est celle qui est là jusqu'à la fin. C'est celle qui supporte tout. Et c'est celle qui est prête à l'aider alors qu'elle fait que le rejeter tout le temps. Et à la fin, comme il sait que son alter ego, Tyler, est au courant et qu'elle sait beaucoup de choses et qu'il sait que donc son alter ego veut la tuer, mais pas lui, Jack, il fait tout pour qu'elle parte sans que lui sache où elle est, mais ça échoue et elle est là présente à la fin. Et quand il la voit à la fin, il lui dit mais t'inquiète, tout va bien passer, parce que quand il a voulu se tirer une balle dans la tête mais qu'il s'est raté, en fait ça a tué. Alors, est-ce que ça l'a vraiment tué? Mais en tout cas, lui il croit que ça a tué. C'est la question. Voilà. Il croit que ça a tué son alter ego. Et donc il est vraiment là.
Et en fait, il lui dit t'inquiète, maintenant tout va bien se passer. Et t'as tous les immeubles qui explosent. Voilà. Et il dit tu m'as connu dans une période un peu compliquée de ma vie. Et en gros, maintenant tout est réglé, tout va bien. Tu vois, tu sais, c'est vraiment jusqu'ici tout va bien. Et t'as ce décalage complètement dingue où lui, en gros, il dit bah enfin, j'ai pu le tuer et toi, je t'ai sauvé. Et comme s'il y avait un avenir possible entre eux deux maintenant où il lui prend la main, où t'as l'impression qu'enfin il va vouloir l'aimer et il va l'accepter. Mais et c'est à ce moment-là qu'il y a tout qui se détruit, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui dit aussi, je sais pas si tu la connais, que elle aussi est une vision de son esprit. Et qu'à la fin, quand tu les vois les deux, en fait, ils sont, lui, tu sais, il est en but avec son manteau, et elle est en robe, et en fait, tu les regardes, ils ont la même couleur, enfin, ils sont vraiment copier-coller, quoi. T'as l'impression que c'est les deux. Et que pareil, à chaque fois qu'elle ne parle qu'à lui. Tu la vois jamais en interaction avec d'autres personnes dans le film. Et que ça sera en fait deux visions, une qui est violente et l'autre qui cherche l'amour et l'autre qui cherche la violence. Ah, magnifique. Bon, ça c'est aussi une théorie, je sais pas si c'est... tu sais, dans les interprétations, c'est comme tout, hein, c'est pas aller loin. Ouais, mais c'est intéressant. Et puis on a cette dernière image qui est aussi un anti-évangile dans le sens où maintenant tout va bien aller et c'est l'image de la chute. Et le soleil se lève. On a un Adam. Et le soleil se lève. On a un Adam et on a une Ève qui sont en train de regarder la chute du monde et qui disent maintenant ça va bien aller. Alors que dans la Bible, dans le récit de la Bible, c'est le début de la fin en fait. C'est ça. N'empêche, ça peut être intéressant Fight Club 2, tu sais, de ce que ça donne après concrètement. J'y ai pensé et après je me suis dit non. Non, mais pas en film. Le seul numéro 2 qui est bien, c'est Terminator. Il y en a d'autres qui sont bien. Retour vers le futur 2. Énorme. Rambo 2. c'est vrai. Rocky 2. Non, il y en a plusieurs des deux. Ouais. Mais là, je sais pas. Non, mais là, il faudrait pas. Mais non, enfin, tu sais, t'as envie de te dire qu'est-ce que c'est. Non, mais en gros, c'est. J'ai envie de voir. Alors, comment ça se passe après concrètement. Est-ce qu'on retourne vraiment à l'âge de pierre, etc. Tu vois. Bah, tu écouteras notre épisode sur la collapsologie, sur l'effondrement. Exactement. Mais c'est le rêve. Mais alors, autre chose, on est dans un film, mais c'est une aspiration qu'ont beaucoup de personnes. Les anarchistes les plus durs, de l'extrême gauche, tu vois, rêvent de ça. Hein. Rêvent de ça, où c'est un retour au socialisme par une destruction totale. S'ils pouvaient le faire, ils en avaient les moyens. Il y en a, je suis sûr, ils appuieraient sur le bouton tout de suite. Hein. C'est le grand fantasme. Hein. Et c'est ça, où ce qui est au moment de Fight Club, plus un groupuscule qui est presque un peu où tu te dis, mais comment des mecs peuvent en arriver là? Aujourd'hui, tu te dis, oui, il y en a qui le veulent, ça, vraiment. Il y en a qui le veulent. Et qui ne voient que ça comme solution et qui sont prêts à toutes les violences pour ça. Mais bon, ça c'est une autre question. Exactement. Bien sur cet épisode très joyeux, très joyeux, on vous rappelle que pour que Memento Mori vive, la première règle, c'est de mettre 5 étoiles à Memento Mori. C'est ça. La deuxième règle, c'est de parler autour de vous. Mais alors, peut-être, c'est le moment, voilà, c'est le moment de Noël. Peut-être les cadeaux que vous pouvez faire à Memento Mori, c'est ça. Juste peut-être partager l'épisode que vous avez le plus aimé. On en est à combien d'épisodes là? Quand ça va sortir, ce sera le 111e. Ouais. Quel est votre top 3? Vos 3 épisodes qui vous semblent les plus utiles? Ah ouais. Votre top 3. Mettez ça en commentaire dans SoundCloud. Mettez-nous en commentaire de cet épisode votre top 3 des épisodes. SoundCloud, si vous écoutez directement depuis Apple Podcast, vous avez juste à aller sur le site TPSG et le lecteur qui est intégré dans l'article, c'est le lecteur de SoundCloud. C'est ça. Voilà, ça peut être en commentaire aussi de l'article. Donc mettez-nous ça. On a quelques surprises pour l'année prochaine.
Mais on vous souhaite de passer un bon Noël et des bonnes fêtes. Vraiment, profitez de ce moment-là pour être avec vos proches, vous ressourcer, etc. etc. Et puis on se retrouve, nous, on aura la joie de vous retrouver le 4 janvier. Et on a plusieurs idées pour l'année prochaine et on va passer des bons moments ensemble. Merci encore beaucoup pour vos écoutes et vos encouragements durant cette année. On vous souhaite des bonnes fêtes. Mathieu, est-ce que je peux dire je te souhaite un noyeux Joël? Comme ça on est obligé d'aller dans le cercle du Fight Club si quelqu'un te dit ça. T'as envie de dire comme règle, si tu dis noyeux Joël, alors tu dois te battre. T'enlèves ta chemise et ta ceinture et tu viens te marave. Ah ouais, là j'ai envie de le dire. Là j'ai... Si je le dis pas, je le pense. Donc voilà, bon Noël Mathieu, profite bien. Et puis on se retrouve le 4 janvier. À toi aussi Raph. Allez, salut. Yes. Allez, salut. Ouais. Et Raph, à l'année prochaine. À l'année prochaine. C'est génial.